Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. En période d'incertitude, les portefeuilles flanchent, les nerfs aussi. Entre volatilité, géopolitique, marché actions qui tanguent, hausse des taux ou chute du dollar, pas évident de garder le cap quand on est investisseur particulier. Alors comment construire un portefeuille vraiment résilient, capable d'encaisser les crises tout en générant de la performance sur le long terme? C'est tout l'objet de ma conversation du jour avec Franck. Franck qui est fondateur de Ploovers, un family office qui a justement une approche ultra data-driven, basée sur les données pour bâtir des portefeuilles adapté au niveau de risque que toi, investisseur, tu es prêt à supporter. Dans cet épisode, on parle de pourquoi la volatilité n'est pas le bon indicateur de risque, quel est l'historique de perte des grands indices comme le MSCI World, tu verras ça pique, comment construire un portefeuille optimisé à partir d'une classe d'actifs diversifiés, ETF, obligations, Berkshire Hathaway, quelle est la stratégie d'investissement progressif qui te permet de lisser son risque sans rogner ta perf. Un échange qui déconstruit pas mal les idées reçues et te donne des clés concrètes pour prendre en main, prendre des meilleures décisions avec ton argent, même quand les marchés partent en vrille, littéralement. Si tu veux optimiser ton patrimoine, Franck se fera un plaisir de te conseiller. Tu peux prendre rendez-vous avec lui de ma part sur investisseur40.com/Ploovers, Ploovers. Allez, on attaque notre conversation sur les portefeuilles résilients avec Franck maintenant. C'est parti. Salut Franck, comment vas-tu? Salut Paco, écoute, ça va très bien. Et toi? Très bien, très bien. On met un peu de contexte pour les gens qui nous rejoignent et qui peut-être écoutent l'épisode dans 5 ans, dans 10 ans. On est en ce moment dans une période un peu d'incertitude, de volatilité géopolitique. Trump, deuxième mandat, joue un peu sur les tarifs douaniers, etc. Donc, plus aucune certitude sur les marchés. La bourse a paniqué un peu les dernières semaines. C'était forte volatilité. Et donc, on pensait à cette conversation de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on aurait pu mieux préparer à la volatilité qu'il y a aujourd'hui sur la façon dont on construit un portefeuille qui soit peut-être le plus résilient face à ces phases qui sont arrivées dans le passé, continuent, arriveront, je pense, dans le futur, arriver dans le futur. Voilà donc le thème un peu actuel, très frais de la conversation aujourd'hui. Très d'actualité, tout à fait. Est-ce que, alors tu sais, on parle pas mal des fois du 60-40, actions, obligations, de mettre de l'or dans le portefeuille aussi. Mais bon, les dynamiques peuvent aussi changer un peu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment toi, dans ton prisme, parce que je sais qu'avec Ploovers, vous êtes vraiment focus sur la performance du portefeuille et les données historiques, et justement savoir ce qui d'après toi fait qu'un portefeuille est résilient et bien adapté par rapport à l'aversion qu'on peut avoir au risque en tant qu'investisseur. C'est une très bonne question et c'est d'ailleurs le cœur, on va dire, de notre savoir-faire chez Ploovers. Hein, c'est ce qu'on a développé. C'est d'ailleurs une des choses qui nous a valu récemment ce petit trophée. Voilà, on est content. Donc c'est au Luxembourg Wealth Management Award, celui du Family Office en fait le plus innovant. Alors pourquoi est-ce que on est très content d'avoir reçu ce prix, et on a reçu ce prix pour justement notre innovation dans notre façon de créer des portefeuilles. Et effectivement, comme tu le disais, historiquement, la plupart des conseillers en fait avaient cette approche 60-40, on met un peu d'obligataire, un peu d'actions, on fait des mix comme ça, mais en fait ça restait quand même très artisanal, c'est-à-dire que ça utilisait une théorie qui date quand même des années 50, hein, c'est Markowitz, qui avait son approche de on va faire ce qu'on appelle la frontière efficiente, on va faire le portefeuille le plus résilient d'un point de vue volatilité. Or, la volatilité, nous on trouve que c'est pas un bon axe, un bon prisme en fait pour caractériser les risques, et c'est pour ça que nous on prend plutôt ce qu'on appelle la perte latente maximum, qui s'illustre avec les marchés actuels. C'est que depuis le début de l'année, les marchés américains, d'un point de vue investisseur en Europe, ont perdu plus de 25% si on regarde le Nasdaq ou le S&P 500. Donc en fait, c'est une double baisse des marchés et baisse du dollar. Donc ceux qui étaient investis en 100% ETF S&P 500 ou 100% ETF Nasdaq, aujourd'hui effectivement, ils accusent une perte latente importante. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont acheté la performance passée, disant le S&P 500 ça a toujours très bien marché. Et or là on voit que le S&P 500 a beaucoup plus baissé
par exemple, que certaines actions en Europe. Donc voilà. Et donc la question, comment est-ce que on construit un portefeuille qui s'en sort bien dans toutes les phases de marché, même les phases de marché que l'on connaît aujourd'hui? Et ben là, nous, ce qu'on dit, c'est cette approche mathématique, c'est-à-dire que un portefeuille, le plus important, c'est de définir son niveau de risque. Tous les portefeuilles ne contiennent pas du S&P 500, tous les portefeuilles ne conviennent pas. Il n'y a pas un portefeuille pour tout le monde. C'est-à-dire chacun a son niveau de risque, est confortable avec un niveau de risque que nous on caractérise du coup par cette fameuse perte latente maximum historique qu'on est prêt à accepter. Du coup, pour vous, vraiment, l'approche, c'est de se dire combien, en tant qu'investisseur long terme, je suis prêt à voir mon portefeuille dégueuler, comme on dit, enfin vomir, en tout cas tomber, sans réagir, m'asseoir sur mes mains, sans faire grand-chose, en connaissant ma propre psychologie je suis capable de tolérer ce genre de truc. C'est ça vraiment la Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de la psychologie. Et je vois, il y a certains clients qui disent « Oh là, en ce moment, c'est peut-être le moment de se mettre sur du non risqué. » En fait, non, c'est plutôt tout le contraire. C'est-à-dire que c'est quand les marchés, justement, actions ont beaucoup dévissé que les niveaux d'entrée sont statistiquement plus intéressants. Donc c'est vraiment ces biais psychologiques, et c'est ça une grosse partie de notre travail, c'est comprendre, en fait, faire tout cet exercice de maïotique avec les clients pour arriver sur ce niveau de risque avec lequel chaque personne, en fait, sera confortable. C'est-à-dire, moi, je te dis, tiens, Paco, si on rejouait les marchés depuis les années 2000, on repasse la crise des dot-com, la crise de 2008 des subprimes, les crises des dettes souveraines, le Covid et tout ça. Je te dis, de combien, entre un point haut et un point bas, tu es prêt à voir baisser ton portefeuille? 10%, 20%, 30%, 50%. C'est ce chiffre-là qui, moi, va nous permettre, avec les algorithmes derrière, de créer un portefeuille qui correspond à ce niveau de risque-là. Avec un rendement qui est toujours proportionnel d'après vos données historiques, justement, ou est-ce que... Exactement. En fait, le rendement est intimement proportionnel au risque. Donc, plus on est prêt à accepter, justement, une perte latente maximum importante, plus l'espérance de rendement sera importante. Sachant qu'on arrive, et c'est là où, tiens, je vais te partager, en fait, un petit questionnaire. Est-ce que tu sais, par exemple, on parle souvent du MSCI World ou du S&P 500, en termes de perte latente maximum, de combien, en fait, a déjà perdu depuis 2000 le MSCI World ou le S&P 500, ou même le CAC 40? Moi, je dirais, c'est quand même des gros indices, je dirais un 10-15, quoi. 15. 15%? Ouais. Eh ben, en fait, non, c'est beaucoup plus. Un MSCI World, en fait, historiquement, a déjà perdu plus de 52%, en fait, de sa valeur. C'est-à-dire, ça, c'était en 2008. C'est-à-dire qu'entre le point haut et le point bas, en fait, le MSCI World, c'est même chose pour le S&P 500, même chose pour le CAC 40, ont déjà perdu 52% statistiquement. Donc c'est quand même une perte latente. Quelqu'un qui investit 100 000 euros au plus fort de la crise, il se retrouve avec moins de la moitié, donc 50 000 euros. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression de voir des cryptos, là, mais ouais, ok. Mais c'est la réalité. Donc souvent, en fait, on a tendance à l'oublier, c'est que les marchés actions, c'est risqué. Donc oui, c'est rentable. Historiquement, c'est très rentable. Par contre, il faut être prêt à accepter, en fait, des pertes latentes qui peuvent être importantes. Et on voit d'ailleurs sur ce graphique que le rendement annualisé du MSCI World, c'est 6,8% depuis 2000. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même important à garder en tête quand on compare, en fait, des rendements avec des niveaux de risque. Mais tu vois, par exemple, j'aurais pensé plus à un rendement plus supérieur, étant donné la gravité, on va dire, du balancier de perte extrême, là, 52%. Je me disais que quelqu'un qui est prêt à accepter du 52% de perte, on pourrait lui servir un rendement supérieur que 6, quoi. Alors oui, et en fait, ça, c'est parce que la mémoire humaine, en fait, a tendance à oublier, en fait, ce qui s'est passé dans le passé. Et par exemple, entre 2000 et... Tu vois, dans les années 2000, en fait, les marchés actions n'ont pas énormément tant performé que ça, en fait. Tu vois, des actions qu'aujourd'hui, les Microsoft & Co., les Amazon, pendant la bulle des dot-com, ont pas perdu près de 90-95% de leur valeur.
et ont mis beaucoup d'années à revenir sur ces niveaux. Donc voilà, c'est ça en fait qu'on a tendance à oublier, c'est un peu ce biais du survivant, de se dire tiens en fait on regarde que ceux qui ont réussi et on oublie souvent en fait l'information du passé. Une fois qu'on a cette donnée-là de savoir à peu près, voilà, je suis prêt à accepter 30%, je pense que je me connais, je sais que je peux accepter 30, comment on construit le reste du portefeuille? Il y a des différentes variantes quand même, j'imagine, après. Exactement. Et en fait, c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est que pour construire un portefeuille, comme on l'a vu, ce qui est intéressant, c'est un peu garder toute cette mémoire un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé, plus que parce que tu connais cette fameuse phrase, hein, les rendements passés ne renseignent pas en fait sur les rendements futurs. Par contre, l'information qui est très intéressante, c'est on va dire les informations de corrélation, c'est-à-dire comment chaque instrument, chaque classe d'actifs se sont comportées les unes par rapport aux autres dans le passé. Alors moi, je vais te montrer comment avec Ploovers, avec nos algorithmes, en fait, on travaille et on fait un portefeuille. Donc en fait, en fonction de l'assureur avec qui on va travailler, de l'enveloppe, selon qu'on travaille une assurance via un contrat de capitalisation, un PEA, un PEA-PME ou un compte titre, en fait, on va avoir un univers de travail qui va être différent. Alors avec les assureurs, ça dépend en fait de l'univers que propose l'assureur. Avec le PEA, ça dépend de ce qui est disponible dans un PEA. Pareil pour le PEA-PME. Ou pareil pour les comptes titres ordinaires, où là on a un univers qui est quand même beaucoup plus large, puisqu'on n'a pas vraiment de contraintes particulières. D'ailleurs, les comptes titres ordinaires, nous, on travaille avec Swissquote, donc qui est une banque suisse avec sa filiale au Luxembourg, qui, elle, permet notamment c'est pour tout ce qui est placement de trésorerie d'entreprise, on va souvent utiliser l'option compte titre ordinaire qui nous permet d'avoir un accès vraiment à un très grand nombre d'instruments avec un niveau de coût très très bas. Mais là, je vais faire un exemple, par exemple avec BNP Cardiff, qui est un univers avec qui on travaille quand même beaucoup, parce qu'en fait, c'est un univers qui est très qualitatif. Alors, il y a 49 instruments dans cet univers-là avec lequel on travaille, sachant que Cardiff, en fait, ils ont près de 2000 instruments dans leur univers. La cinquantaine d'instruments, c'est les 50 instruments avec lesquels nous, on travaille, qui correspondent, en fait, à 50 classes d'actifs différentes. On n'a pas que des actions, on a des obligations, de l'or, de matières premières, tout ça. Ouais. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui fait la qualité, encore une fois, d'un assureur ou d'une enveloppe. C'est à quel univers est-ce que j'ai accès? À combien d'ETF j'ai accès? Etc., etc. Et en fait, pourquoi moi j'aime bien BNP Cardiff, c'est parce que très récemment, on a réussi à de nouveau faire référencer, par exemple, Berkshire Hathaway, qui est je pense que beaucoup connaissent l'action de Warren Buffett, enfin de la société de Warren Buffett, qui est un actif de très grande qualité et qu'on va retrouver en fait dans la plupart en fait des portefeuilles que l'on construit, car c'est un actif très résilient dans le temps. On l'a vu là depuis le début de l'année, Berkshire Hathaway en fait a très bien performé. Là où tous les marchés américains ont baissé, Berkshire a très très bien tenu par exemple. Là aussi sur l'approche de Berkshire, tu prends une approche purement mathématique, empirique sur les données historiques. Tu prends pas en compte ni ta sympathie pour le bonhomme, sa sélection de. Ouais. Aucune. D'ailleurs, en fait, c'est de façon très agnostique. En fait, on dit tiens, on va mettre Berkshire Hathaway dans cet univers-là, et on va faire travailler l'algorithme en lui disant tiens, fais-moi un portefeuille optimal avec cet univers-là. Alors dans cet univers, on va retrouver, comme tu l'as dit, différents ETF, de l'or. Donc là, on a pris tous les ETF disponibles dans l'univers Cardiff. Donc il y a du MSCI World, du Nasdaq. Il y a également de l'or sous forme d'un certificat BNP. Il y a du fonds euro, il y a différents fonds. Les fonds qu'on a choisis, c'est des fonds à alpha positif. C'est que mathématiquement, ils vont démontrer une surperformance par rapport à leur ETF équivalent. Et on a, pour tous ces instruments-là, reconstruit un historique depuis 2000. Pour tous ces instruments, on a un historique, une série temporelle, une série de données depuis 2000. Et donc, on va pouvoir soumettre à cet outil qu'on a développé,
qui est un petit peu l'état de l'art dans ce qui est outil de construction de portefeuille, on va pouvoir demander à l'optimiseur, construis-moi un portefeuille avec différentes contraintes. Ça pourrait être, tiens, là j'ai contraint par exemple les small et mid cap, j'en veux pas plus de 10% dans mon portefeuille. Je ne veux pas plus de 15% d'un instrument dans mon portefeuille. Je peux contraindre certaines lignes spécifiques. Je peux lui demander, tiens, je veux pas plus de, 10% d'immobilier, de fonds investis sur l'immobilier dans mon portefeuille. Donc je peux vraiment lui faire un portefeuille sur mesure, optimisé mathématiquement. Et donc là, ça a tourné donc sur un niveau de risque à moins 20%. Et on va voir à quoi ressemble un portefeuille avec un niveau de risque, donc moins 20%. Il faut garder en tête par rapport à ce qu'on a vu, c'est un MSCI World, c'est moins 52%, avec un niveau de rendement à 6,8%, rendement annualisé. Là, on a demandé à l'optimiseur un portefeuille avec un niveau de risque à moins 20%. Et on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Donc là, en termes d'univers, si je comprends bien, si je lis bien le tableau, on est sur des fonds qui eux-mêmes ont plein d'actifs dans chaque fonds, et on avait vu, il y avait une quarantaine de lignes peut-être. Il y avait 50 lignes, ouais. 50 lignes de fonds plus ETF plus Berkshire Hathaway. Donc, il y a un titre vif qui est Berkshire Hathaway. Le reste, c'est des ETF et des fonds. Donc en termes en nombre d'actifs là-dedans, dans tout ce qu'on est en train de choisir, c'est énorme. On doit être à 1000, 1500 quoi, non? Ah, même plus. Parce que rien que dans le MSCI World, t'as 1500 actions. Donc là, en fait, effectivement, par continuité, on va dire, on va avoir littéralement des milliers d'actifs in fine investis au travers de ce portefeuille-là. Au travers, là, tu vois, le portefeuille optimal comporte 25 lignes. Et je peux le contraindre avec ce que je veux. Je peux lui demander, par exemple, tiens, je veux 100% d'ETF dans mon portefeuille. C'est tout à fait possible. Là, je lui ai pas mis ces deux contraintes particulières. Et on voit que ce portefeuille comprend, tu vois, près de 15% d'or, 15% de Berkshire Hathaway, un petit peu de fonds euros, différents ETF obligataires, des ETF actions américaines ici. Voilà, tu as de la Suisse, tu as de la Chine, tu as de l'Inde. Donc, tu as vraiment toutes les classes d'actifs, enfin un grand nombre de classes d'actifs représentées. Le portefeuille optimal, tu vois, il y a 40% d'ETF, 60% de fonds. Et à une espérance de rendement, donc un rendement historique annualisé médian, si on prend à 10 ans pour comparer au MSCI World qu'on regardait tout à l'heure, à 8,7%. Ah, donc on est bien mieux, quoi. On est mieux que le MSCI World en prenant moins de pertes, quoi. Exactement. C'est vraiment l'idée de la diversification. Donc attention, on ne bat pas les marchés. On dit juste, on le diversifie. On diversifie un portefeuille de façon optimale pour un niveau de risque donné. Et on obtient, l'optimiseur nous permet de converger justement assez rapidement sur le portefeuille le plus rentable historiquement. Ouais, intéressant. Et on voit quand même que pour du coup une moindre aversion au risque à une baisse seulement max de 20%, la plus grosse ligne c'est l'or, hein, quand même. Ouais, c'est l'or et Berkshire Hathaway. C'est ces deux lignes-là. Et en fait, nous, ce qu'on donne, c'est pas juste un rendement, mais une distribution statistique du rendement. C'est-à-dire que, parce que il y a toujours cette histoire de timing des marchés. Quand est-ce que l'on rentre? Selon qu'on soit rentré dans le portefeuille en début d'année ou aujourd'hui, en fait, les marchés ont beaucoup bougé, en fait, depuis. Et c'est cette histoire, c'est pour ça qu'on donne pas un rendement, mais plutôt une distribution statistique. Et on voit que là, à 10 ans, ce graphique est un petit peu difficile à lire. C'est que dans le 1% du pire des cas, statistiquement, à horizon 10 ans, on sera avec un rendement de 5,5%. Où est-ce que tu vois ça, les 5,5 ? Ouais. Alors ici, si tu vois le petit graphique à gauche, d'accord. Okay. Ça te donne en fait, dans le scénario médian, un rendement à 10 ans à 8,7%. Dans le meilleur des cas, dans le 1% statistique des cas, on est à 11,2%. Et donc 1% worst case, on est à 5,5. Donc ça tend à dire que plus t'es long terme, plus t'es gagnant, ou je me trompe? C'est-à-dire que moins tu as d'incertitude, c'est-à-dire sur l'espérance de rendement que tu peux avoir de ton portefeuille. Plus tu le gardes à long terme, cette stratégie, et moins
t'as de chance de vraiment tomber, de perdre beaucoup. Plus tu vas gommer en fait les effets des crises en fait sur le long terme. Donc voilà, et ce rendement-là, c'est net des frais de gestion de tous les fonds, hein, que ce soit fonds ou ETF. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça peut être performance brute, et puis derrière, au final, et puis tout est complètement déformé par rapport aux frais. La seule chose qu'on peut rajouter, c'est les frais d'enveloppe qui sont traditionnellement aux alentours de 1%. Et ce que on va voir, là je rajoute, tu vois, on peut vraiment faire une simulation en rajoutant les frais de contrat. Et je vais rajouter autre chose. Ou tiens, si tu veux, on peut aller voir ce que donnerait un portefeuille un peu plus risqué, par exemple, à moins 30%. Sachant que nous, ce qu'on fait, ce qu'on a tendance à conseiller à nos clients, c'est de ne pas aller au-delà de moins 30 ou moins 35% de niveau de risque de perte latente maximum historique. La raison, c'est que le gain en rendement en prenant plus de risques devient en fait négligeable. Donc il n'y a aucun intérêt à aller prendre plus de risques au-delà de moins 35%. On avait bien vu, hein, donc là, moins 20%, on donnait un portefeuille qui servait du 8%, à peu près 8,5%. Voilà. Rendement analysé. Et là, si tu mets moins, même moins 40 ou moins 50 pour se caler avec le MSCI World. En fait, ça rendra pas grand-chose parce qu'en fait, il va te prendre du risque, mais sans trop d'intérêt. Enfin, en fait, on arrive en fait à une sorte de plafond de verre, une sorte d'asymptote. C'est-à-dire au-delà, en fait, l'optimiseur ne peut pas, va te sortir à peu près le même rendement. Je vais te mettre par exemple à moins 35%, qui est un peu le niveau de risque maximum que nous on propose à nos clients. Et je vais te montrer une autre façon, c'est-à-dire une autre astuce en fait. C'est pas une astuce, c'est une autre façon en fait de gérer le risque qu'on propose à nos clients, que sont ce qu'on appelle les services financiers, notamment les investissements programmés. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé aujourd'hui par l'industrie financière, par les conseillers. Souvent, en fait, ils font investir le portefeuille en une fois. Or, quand on voit des périodes comme ça, on se dit, tiens, c'est peut-être un peu risqué en termes de timing, c'est peut-être pas idéal de rentrer en une fois sur le portefeuille. Donc, quid du niveau de risque si je rentrais non pas en une fois, mais tous les mois pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 4 ans. Donc une sorte de DCA. Et ça, c'est une des choses qui est assez pratique avec les enveloppes assurantielles, donc assurance vie, contrat de capitalisation et plan épargne retraite. C'est que on peut le faire avec, j'ai envie de dire, sans aucun coût d'une certaine façon. C'est-à-dire que les contrats assurantiels sont très bien adaptés à ces stratégies-là. Oui, cette notion de timing qui est importante. Alors tu vois, là on passe sur un portefeuille donc beaucoup plus risqué. Donc on est passé à moins 35% de niveau de risque. Donc tu vois qu'en fait, il te remonte Berkshire en numéro 1. Il va te mettre beaucoup plus, on va dire, d'actions. C'est-à-dire que là, la partie obligation, tu vois, il n'y a plus que 1% d'obligations. C'est principalement des actions et et de l'or. Et là, tu as un niveau de rendement historique, tu vois, qui arrive sur les 10,5%. Ok, donc tu prends 2 points par rapport à ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure avec 20% de risque. Voilà. De perte. La question que je me pose quand même, c'est est-ce que ça prend en compte les éléments tu vois, macro qui peuvent faire changer par exemple la dynamique de certains actifs. On a vu par exemple les obligations qui étaient dans les 60-40 typiquement vu comme un amortisseur. Dans un environnement inflationniste, hausse des taux, il était complètement corrélé avec les actions. Donc il perdait complètement ce rôle d'amortisseur. Ça le rendait moins intéressant. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a vu que récemment. Toi, tu as des données qui sont calculées ici de façon empirique depuis 2000. Est-ce que des phénomènes comme ça qui peuvent arriver parce que il y a une sorte de contre-cycle qui peut arriver sur une période définie, c'est pris en compte aussi ou comment c'est reflété? C'est un très bon point. Nous, en fait, tout ce qu'on utilise, c'est la meilleure information dont on dispose, c'est l'information historique. C'est-à-dire, on n'a pas mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment la donnée depuis 2000, de 2000 à 2025, sur toutes ces classes d'actifs-là, et leurs comportements respectifs les unes avec les autres. Donc ça, c'est la meilleure information dont on dispose. En fait,
l'approche quantitative, elle ne permet pas d'être certain de ce qui va se passer. Elle permet d'être moins incertain. Ça, c'est une notion ultra importante. Ça permet d'être moins incertain sur ce qui va se passer plus tard. On n'a aucune certitude sur l'évolution des marchés, effectivement, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. La seule chose qu'on dit, c'est qu'avec une approche, justement, quantitative, c'est qu'on va réduire cette incertitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les corrélations, comme tu l'as dit, entre les obligations et certaines obligations et les marchés actions, ont pété il y a quelques années. Donc, on cassait, on va dire, leur... Mais par contre, il y a d'autres actifs qui n'ont pas cassé, enfin, dire leur dynamique de corrélation intrinsèque. Et c'est ça, en fait, qui va être intéressant. C'est que, oui, il peut y avoir des données qui vont exploser. Notamment en ce moment, on est au mois d'avril 2025, c'est notamment les CLO, qui sont d'autres produits financiers là qui se comportent très bizarrement, comme ils ne se sont jamais comportés historiquement. Voilà, ça c'est une nouvelle information. Mais c'est pour ça que justement, dans cet environnement incertain, pour nous en fait, l'approche mathématique permet en fait d'évoluer, de pouvoir contrôler beaucoup plus finement ces risques. Et on va le voir, tu vois là le portefeuille que je t'ai montré, qui a un niveau de risque, du coup, on est sur du... Alors, j'ai pas lancé, parce que je peux régler, on va dire, le temps de convergence en fait de l'optimiseur. Donc là, il n'a pas été convergé jusqu'à moins 35%, mais je pourrais le faire converger jusqu'à moins 35%. Et je vais lui proposer, là, tu vois, une sortie, je vais lui mettre des frais, et je vais lui dire, tiens, donne-moi en fait le niveau de risque. Donc on a vu que c'était un niveau de risque, là on est à moins 31, avec un rendement à 10,5. Je vais lui mettre les frais et lui dire, on va rentrer dans ce portefeuille-là progressivement pendant 2 ans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir 100 000 euros aujourd'hui, soit il investit directement dans ce portefeuille optimisé, soit je vais lui dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est 100 000 euros, on va mettre en fait 50 000 euros dans un fonds euro, 50 000 euros dans un fonds obligataire court terme. Alors pourquoi on fait ça ? C'est pour bénéficier en fait des bonus sur les fonds euros en 2025 et 2026, où il faut mettre une partie unité de compte pour pouvoir en bénéficier. Donc déjà, ça permet de bénéficier de ce petit bonus. Et tous les mois, automatiquement, on va prendre en fait de ces deux actifs non risqués pour aller investir dans le portefeuille cible. De façon automatique, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si le client le souhaite. Et ça va avoir pour effet de lisser le point d'entrée. Et là, tu vois, mathématiquement, de diminuer le niveau de risque correspondant. Avec un rendement équivalent, quoi, 10% aussi. Ouais. Voilà. Et tu vois qu'on a baissé on a divisé, en fait, le niveau de risque par 2 en supposant qu'on garde la stratégie de sortie, d'entrée progressive et de sortie progressive. D'essai à l'entrée et à la sortie. Et c'est ça qui va nous permettre de dire, voilà, statistiquement, ce portefeuille-là, on peut beaucoup plus se projeter dans le futur, statistiquement. Dire, tiens, voilà comment va évoluer mon portefeuille. Donc voilà, ça permet une approche qui est quand même beaucoup plus rationnelle. Est-ce qu'au travers justement de ces chiffres, on peut les faire parler pour nourrir un narratif qui permette peut-être d'expliquer le pourquoi du comment sur ces résultats et de proposer une sorte de résumé aussi de notre conversation aujourd'hui en disant voilà les choses qui peuvent aider pour construire un portefeuille, même si c'est l'optimiseur qui va donner ses réponses, mais tu vois, pour le rationaliser, le rendre compréhensible, quelles sont les choses tu dirais qui sont importantes? Alors les choses importantes, c'est que un portefeuille diversifié, c'est déjà quand même plusieurs classes d'actifs. Ça c'est important. Notamment, moi, ce que je trouve intéressant, c'est avoir de l'or dans son portefeuille et Berkshire. Pour moi, rien que ces deux actifs-là, c'est quand même deux actifs qui ont nos faveurs aujourd'hui pour construire un portefeuille résilient. Effectivement, une bonne partie ETF, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est limiter les coûts. Et sur certaines classes d'actifs, on n'a pas trouvé de fonds qui faisaient mieux que les ETF.
Et sur les fonds, en fait, c'est des fonds à alpha positif qui créent plus de valeur qu'ils ne coûtent. Ça, c'est les points importants. Donc, c'est ce que je dis, c'est portefeuille diversifié avec des actifs de qualité, avec des frais maîtrisés et éventuellement aussi un investissement programmé. Donc, c'est un investissement progressif dans le portefeuille. Si on couple, on va dire, toutes ces choses-là, et moi je peux t'en parler, hein, on a pas mal de clients qui ont cette typologie de portefeuille. En fait, la crise actuelle, en fait, on la ressent quand même beaucoup moins. Ouais, on dort plus tranquillement. On dort beaucoup plus tranquillement. Et ce que je veux dire, c'est que faire un portefeuille financier, c'est pas un travail pour un humain. C'est un travail pour une machine. C'est un travail algorithmique. Donc c'est sûr que faire un portefeuille avec quand on nous explique, tiens, je pense qu'en ce moment il faut faire ci, il faut faire ça, c'est de l'approche discrétionnaire. L'approche discrétionnaire, si ça marchait, si c'était si simple, tous les fonds surperformeraient les marchés. Or, c'est pas le cas. C'est clair. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, enfin, je comprends les gens qui essaient, enfin, tu vois, le cerveau humain, il essaie d'expliquer, quoi. Il est pas drivé par la donnée, malheureusement, mais plus par l'histoire. Et donc, c'est intéressant il cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est des points très intéressants que tu mentionnes et t'as raison de faire la différence entre un petit peu l'anecdotique, c'est comme le stock picking, on a une conviction sur un truc, on y va, mais c'est un petit peu un pari quand même, hein, entre gros guillemets. Et puis, si on cherche la performance, l'effectif, le pratique, c'est l'approche que vous avez et on suit les chiffres. Effectivement, ça permet vraiment d'avoir une approche très carrée, de dire, tiens, moi, je suis prêt à prendre un niveau de risque à moins 10%, pas plus, d'accord, historique. Quel portefeuille me convient? Et en fait, on sortira. Tout est vraiment. Pour moi, il faut vraiment remettre la notion de risque. Pour quel rendement, pour quel niveau de risque. Nous, ce que l'algorithme en fait nous assure, c'est que pour un niveau de risque donné, on aura le rendement optimal, avec toutes les informations disponibles à aujourd'hui. Cool. Voilà. Merci Franck pour ces petits éclairages. Je vois que tu t'as pas de cernes non plus, donc tu dors tranquillement malgré la crise. Donc c'est oui, c'est pas la crise, c'est plutôt ma petite de 18 mois qui. Mais c'est pas du tout les marchés qui m'empêchent de dormir aujourd'hui. C'est parfait. Bon, à très bientôt. Merci Franck. À bientôt. À bientôt Paco. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.